Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Thibaut. Bonjour Lina. Bonjour Tan Jie. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, bonjour. Vous allez bien Thibaut? Oui, ça va, ça va. Vous aussi? Oui, bien, bien, bien. Du coup, on va... Bonjour, Oui, bonjour. Qui me dit bonjour? Je n'ai pas entendu, pardon. c'est Lina. Bonjour Lina. Vous allez bien? Ça va, merci. Ok. En attendant les autres, est-ce que vous pouvez vous présenter? Juste Thibaut, où est-ce que vous, enfin, d'où vous venez? Oui, bonjour à tous. Donc Thibaut, j'ai 35 ans et j'habite l'Île-de-France, En les Ile-de-France. Hauts-de-Seine. Voilà, les Hauts-de-Seine. D'accord. Tan Jie, d'où tu viens ou venez? Ben, Nina, si tu veux, si vous voulez vous présenter. Oui, bonjour Lina. 47 ans, trois enfants, région parisienne, Hauts-de-Seine aussi. D'accord. Et vous voulez investir dans l'immobilier? Oui, Bien, bien. Du coup, on va commencer. On va commencer. OK. Alors aujourd'hui, j'ai préparé beaucoup, beaucoup de contenu. Vous allez avoir beaucoup de valeur. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous voyez mon slide? Oui, oui, parfaitement. Aujourd'hui, on va notamment parler de la banque, du financement et de la location, de la mise en location. Comment louer? Notre Tan Jie vient de l'Île-de-France, sud de l'Île-de-France. OK, tout le monde vient de l'Île-de-France. OK, du coup, on va commencer de suite. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est le financement et la mise en location. Donc, le taux est historiquement bas. Pourquoi tu n'arrives pas à emprunter? C'est la grande question. Quelles sont tes erreurs? Quelles sont les choses qu'il faut faire attention? Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment fonctionne une banque. Quelles sont les différences entre la demande d'un crédit pour la RP, donc c'est la résidence principale, et en investissement locatif. Par la suite, nous allons voir en 2021 quels sont les six clés pour réussir son crédit immobilier. Et après, c'est pourquoi vous refusez le crédit par la banque. Pour quelles raisons? Par la suite, on va voir emprunter sur 15 ans ou 20 ans ou 10 ans. Avantages et inconvénients, comment on peut choisir? Est-ce que on fait juste attention au taux d'intérêt ou il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu? Par la suite, on va voir quel est l'impact du Covid sur le marché locatif et on termine avec comment choisir les locataires solvables et ainsi éviter les impayés. Donc voilà, c'est le contenu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout de suite, on va commencer par ce que regarde une banque. Une banque, il va regarder tes revenus, ton épargne ou ta capacité d'épargner. Ensuite, il va voir ta situation familiale, nombre de parts, combien d'enfants y a-t-il, ta situation de, comment dire, si tu es en bonne santé ou pas, ainsi que ton conjoint. Et il va regarder ton taux d'endettement. Est-ce que tu es déjà endetté au maximum ou il y a encore de la marge à emprunter? Est-ce que regarde une banque? Ce que ne regarde pas la banque. Alors, quels sont les éléments que la banque ne regarde pas? Est-ce que vous voulez participer? J'en ai aucune idée. Non, aucune idée. Alors, la première chose, c'est ton parcours, ton histoire et ton parcours personnel.
En fait, j'avais une amie qui avait écrit un livre comme moi, qui s'est vendu en librairie, en Suisse, en Belgique, en France, au Canada francophone. Et en fait, donc, il a parlé de ça avec sa banque. Et en fait, sa banque lui a dit, mais combien tu as eu en droit d'auteur? Il dit non, mais ça va sortir, nanana. En fait, la banque s'en fiche de ta gloire personnelle. Tu as été directrice commerciale il y a 10 ans ou il y a 2 ans. Elle s'en fiche complètement. La deuxième chose que la banque ne regarde pas du tout, c'est si tu as fait une bonne affaire en immobilier ou pas. Alors, pour quelle raison la banque s'en fiche de ça, à votre avis? Ce qui compte pour elle, c'est surtout le montant que tu vas emprunter, en fait. Oui, mais combien elle va gagner dans l'histoire. En petit bien, on va dire, dans la région parisienne, le prix du marché, on sait, c'est vendu à l'étage au-dessus à 200 000 euros, sauf toi, tu l'as trouvé à 180 000. C'est trop bien. Tu as eu 10%, enfin, tu as acheté 10% en dessous du prix de marché, c'est trop bien. Pourquoi ils s'en fichent? Eh bien, je ne sais pas. Parce qu'en fait, la banque, ce n'est pas un agent IMO. Il ne sait pas. Je ne sais pas, je donne en studio à Vincennes combien ça vaut, est-ce que tu as fait une bonne affaire ou pas, il s'en fiche complètement parce qu'il n'a pas les compétences, ce n'est pas un agent IMO. Donc, en fait, il s'en fiche complètement quand tu achètes en dessous du prix du marché ou pas. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il regarde. Ce que préoccupe la banque, c'est uniquement ta capacité de remboursement. Que tu as été auteur ou tu as fait une bonne affaire, ils s'en fichent. Voilà. Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu as de l'épargne? Est-ce que tu arrives à épargner tous les mois? Est-ce que tu as des revenus constants? Est-ce que ton taux d'endettement, il est déjà plafonné? Est-ce que tu as fini ta période d'essai? C'est tout ce qui l'intéresse. Le reste, elle s'en fiche complètement. Depuis 2019, la banque a commencé à serrer le tuyau parce qu'il y a de plus en plus d'impayés de crédit suite à la Covid. Quand je dis d'impayés de crédit, c'est les gens qui ont réussi à avoir un crédit, qui ont déjà leur appartement, qui ont déjà leur crédit, mais comme ils sont au chômage, ont eu des soucis de santé, ils n'arrivent plus à rembourser. Du coup, les banques ils sont obligées de vendre le bien pour récupérer l'argent. De plus en plus d'impayés de crédit, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la banque devient de plus en plus frileuse pour prêter. Et troisième élément, c'est de plus en plus de biens remis en vente sur le marché suite à un refus de crédit. Donc ça, on a vu hier. Et ensuite, les critères de financement. On va voir quels sont les critères que les banques font très attention, que c'est ce qu'ils vont saisir dans l'ordinateur. Alors déjà, ils sont très à cheval sur le taux d'endettement, se limite à 33% ou à 35% en fonction des banques. Le deuxième élément, c'est si investissement, ils préconisent avoir 3 ans de loyer en épargne. Troisième élément, c'est la durée de crédit se plafonne à 20 ans pour un investissement locatif. Et quatrième élément, c'est que tu peux emprunter maximum jusqu'aux 7 ans de ton salaire. Voilà, donc ça, c'est le cadre. Maintenant, y a-t-il des exceptions, puisque ça, c'est le cadre en général? Alors, il y a bien des exceptions. Il y a une exception de hauteur entre 15 et 20%, dont un quart seulement pour l'investissement locatif. Alors, concrètement, il peut y avoir des exceptions, mais environ 4% seulement pour l'immobilier locatif. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'exceptions. Alors, différence entre l'investissement locatif et la résidence principale. On va voir. Sur la durée, quand tu empruntes pour un RP, c'est 25 ans. Investissement maximum, c'est 20 ans.
Ce que je n'ai pas noté, c'est le taux, il est un petit peu plus élevé pour un investissement par rapport à une résidence principale. Mais c'est la troisième différence qui nous intéresse. C'est RP, c'est facile à emprunter. Bon, pas besoin d'expliquer à votre banquier que j'ai besoin d'acheter ma résidence principale. En revanche, quand vous allez investir dans un bien locatif, il faut convaincre la banque de te prêter. Alors, je vous donne un exemple concret, vous allez comprendre, vous allez mieux comprendre. Imaginons que demain, vous voulez ouvrir un restaurant et vous avez besoin de 500 000 €, imaginons. Tu ne peux pas aller voir ton banquier en disant que il me faut 500 000 €. Puis, il faut bien faire un business plan en disant que j'ai déjà fait une étude de marché, on est à la Défense, il y a 10 000 salariés qui travaillent à midi, donc moi je vais ouvrir, je sais pas, un food truck qui est à côté de la Défense. Donc j'ai fait une étude, il y a 5 000 personnes qui sortent tous les midis pour déjeuner, tous les restaurants sont bondés. Moi, je fais rapide, le panier moyen, c'est 10 €. Du coup, ça me fait un chiffre d'affaires de tant d'euros. Les charges, c'est tant. La location de camion, c'est tant. Du coup, c'est un bénéfice de temps. Et en 2-3 ans, je vais rembourser, je vais gagner du bénéfice. Tu es obligé de faire un business plan si tu ouvres un restaurant. Là, c'est pareil. Tu es obligé de convaincre la banque, tu es obligé, c'est plus facile d'emprunter, on va dire, si tu as un business plan pour expliquer ton plan. Moi, j'aimerais investir dans un studio à Vincennes parce que, voilà, il y a, je sais pas, c'est touristique, parce que la rentabilité, c'est 5%, nanana, parce que c'est à côté de Paris, il y a des touristes, je vais faire du Airbnb. Du coup, c'est 100 € par jour, ça me fait 3 000 € par mois et j'ai que 1 500 € de crédit. Du coup, ça me fait un bénéfice de temps. Quand tu fais un business plan, tu vas convaincre plus facilement ton banquier, tu vas emprunter plus facilement. Alors, comment convaincre la banque de te prêter? Alors, comment on peut convaincre la banque? À votre avis? Avec un apport déjà, je pense. Pas mal. Oui, mais tout le monde n'a pas beaucoup d'apport. C'est un élément, hein. C'est très bien. Du coup, un business plan. 2, très bien. Après, je vois pas. OK. Alors, il faut rassurer la banque. Ce n'est pas la banque de te rassurer, c'est à toi de rassurer la banque. On va voir comment on peut rassurer la banque. Alors, comment on peut rassurer la banque, on va voir tout de suite, c'est démarcher la bonne banque. Ça, c'est hyper important parce que toutes les banques ne se valent pas. Il y a des banques qui prêtent plus facilement pour les résidences principales, d'autres qui prêtent plus facilement pour les biens locatifs. Donc, il faut démarcher la bonne banque. La deuxième chose, c'est soigner tes comptes bancaires. Ça, c'est hyper important. Donc, la banque demande les 3 derniers relevés. J'ai déjà eu des élèves qui ont été démarchés des nouvelles banques. Ce qui se passe, c'est mon élève, il a de l'argent sur la banque, sur son compte bancaire. Imaginons qu'il a 50 000 €, imaginons. Il est d'aller voir la banque au mois de janvier, sauf pendant les vacances de Noël, la personne elle a eu des grosses dépenses. Imaginons qu'elle a dépensé 10 000 €. Elle gagne 2 000 € par mois. Elle va voir la banque et dit, moi, j'aimerais emprunter pour un petit studio à côté. Est-ce que c'est possible? Donc maintenant, avec la Covid, il y a beaucoup de banques qui prennent un premier rendez-vous téléphonique où tu envoies ton dossier par mail. Après, ils te téléphonent pour faire un premier débriefing. Et il me semble qu'elle a été voir Crédit Mutuel qui lui a dit, désolé, on ne te prête pas, pas besoin de se rencontrer parce que tu as eu beaucoup de dépenses au mois de décembre. Donc, la personne ne comprend pas. Elle se dit, moi, j'ai 50 000 € d'épargne. En quoi c'est gênant que je dépense pour des cadeaux de Noël au mois de décembre? À votre avis, en quoi c'est gênant? Est-ce que la banque exagère ou elle a raison?
C'est un risque pour elle, pour la banque peut-être. Quel risque, puisque la personne, elle a beaucoup d'épargne. Qu'elle C'est gère peut-être quelqu'un. mal. Ouais. Vas-y. C'est sa charge de vie, en fait, c'est pas stabilisé à un niveau acceptable. Il y a un risque dans le futur. C'est une nouvelle banque. Elle ne sait pas est-ce que tu vas dépenser 10 000 euros une fois par an, occasionnellement, ou tu vas dépenser 10 000 euros tous les mois ou tous les 3 mois. En tout cas, les banques, ils sont très méfiantes et très frileuses. Donc, comme elles ne se sont pas rassurées, vous savez qu'aujourd'hui, avec un taux historiquement bas, il y a beaucoup de demandes de crédit. Du coup, elle ne prend pas de risque. Elle ne va pas aller au plus que ça et dire non, désolé, on s'arrête là. Donc, il faut vraiment soigner tes comptes bancaires quand tu vas aller voir une banque au mois de mars. Donc, c'est décembre, janvier, février. Donc, faites attention à tes dépenses. Voilà, parce qu'ils regardent les 3 derniers comptes bancaires. Alors, supprimer les crédits de conso, ça, les banques, ils détestent ça. Même si tu as de l'épargne, soldez-les parce que ça complique ton dossier. Faire un business plan, éviter la demande de financement en fin d'année. Alors ça, il faut que je m'explique. Les banques, en gros, ils ont un budget annuel. Par exemple, imaginons qu'ils peuvent prêter 5 millions par an. Donc, la logique veut qu'au mois de janvier, ils prêtent 1 million. Donc, entre février et décembre, il reste 4 millions à prêter. Au mois de février, ils prêtent 1 million, donc il reste 3 millions à prêter, et ainsi de suite. Donc, la logique veut que quand tu vas voir une banque au mois de novembre, il ne lui reste pas grand-chose à prêter, donc il sélectionne les meilleurs dossiers. Or, il y a des exceptions. Par exemple, cette année, les banques, ils ont été tellement frileuses que peut-être entre janvier et septembre, ils n'ont pas prêté beaucoup. Du coup, tu as toujours ta chance quand tu vas aller voir une nouvelle banque. Bon, bref, je voulais dire, d'une manière générale, en fin d'année, c'est toujours compliqué, mais ce n'est pas une règle absolue. Prendre un rendez-vous avec le directeur de banque parce qu'il a plus de possibilités d'emprunter. Le directeur de banque, il faut lui demander son montant de délégation. C'est quoi un montant de délégation? Il a une enveloppe pour chaque personne. Par exemple, je connais certains directeurs qui ont un droit de montant de délégation de 400 000 euros. Donc, si tu achètes un bien de 200 000 euros, il peut te prêter sur 2 biens sans problème, sans aller demander au siège ou qui que ce soit. D'autres directeurs ont un montant de délégation de 1 200 000. Donc, si un bien coûte 200 000, il a le droit de te prêter jusqu'aux 6 biens. Voilà, donc il a plus de facilité de te prêter. Alors, est-ce que vous connaissez ce terme, le biais du survivant? Non, pas du tout. Non. Non. Tu ne connais pas? Et en fait, tout le monde est impacté par le biais du survivant. Alors, je vous explique que c'est hyper intéressant. Le biais du survivant, c'est que l'homme, on voit que ce qui est visible. On n'aperçoit que ce qui est visible. Vous allez dans un restaurant, le serveur vous tend un menu et vous ignorez qu'il peut y avoir des menus du jour ou autre chose ailleurs parce que c'est moins visible. Alors, je vous raconte une histoire qui est très intéressante. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains, en fait, ils envoient des avions de combat. Et se sont rendus compte qu'il y a eu très peu d'avions de combat qui sont revenus à la base. La plupart, ils ont été détruits par l'ennemi. Donc, imaginons, moi je donne un exemple concret, c'est 10%. Il n'y a que 10% qui sont revenus à la base. Ils se sont dit, oh là là, c'est une catastrophe. Donc, nous, on va améliorer ça. Donc, ils ont analysé tous les avions de combat qui sont revenus à la base. Ils se sont rendus compte que c'est les ailes qui ont été touchées. Pour la plupart, c'est les ailes qui ont été touchées. Ils se sont dit, OK, les ailes ont été touchées. Maintenant, la solution, c'est on va renforcer les ailes. Du coup, ils ont renforcé les ailes de tous les avions de combat. Et ils ont fait un deuxième essai. Ils se sont rendus compte qu'il y a toujours environ 10% d'avions qui sont revenus à la base. Ils se sont dit, ce n'est pas possible. On a déjà renforcé tout ce qu'on pouvait renforcer.
Du coup, ils ont fait venir un mathématicien spécialiste qui s'est rendu compte, en fait, ce n'est pas les ailes qu'il fallait rembourser, c'est ce qui a... En fait, il ne faut pas regarder les avions qui sont revenus parce que malgré que les ailes ont été touchées, les avions sont quand même revenus. Donc, ce n'est pas fatidique. Ce qu'il faut regarder, c'est les avions qui ne sont jamais revenus à la base. Et c'est là où ils réorientent leurs recherches. Ils se sont rendus compte que les avions qui ont été détruits, en fait, c'est le moteur qui a été touché. Là, ils ont renforcé le moteur et ils ont augmenté le nombre d'avions qui sont revenus à la base. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Nina, Thibaut, pourquoi je vous raconte ça? Je ne sais pas du tout pour l'instant. C'est pour allonger le webinaire. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, vous allez regarder pourquoi les gens ils ont réussi dans l'immobilier. Vous vous rendez compte? Paul, il a acheté il y a 20 ans. Pierre, il a un gros héritage. Jacques, il gagne bien sa vie. Caroline, il a du culot. Et Tim Cortez, elle est chinoise. Mais tout ça, en fait, ce n'est pas des éléments qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est pourquoi les autres, ils n'ont pas eu leur crédit. C'est quoi leurs erreurs? Si vous évitez les erreurs des autres, vous allez augmenter le taux de réussite de votre crédit. Je ne sais pas si je suis claire. Très clair. Ici, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Du coup, on va voir c'est quoi les erreurs des autres. C'est ça qu'il faut regarder. Alors, pourquoi le taux est historiquement bas, mais tu as un refus par la banque? On va regarder. Le problème 1 vient peut-être de tes relevés, ça on a déjà vu. Donc, il faut soigner tes 3 derniers relevés avant d'aller voir ta banque. Ça, on a déjà vu. Deuxième problème, ça vient peut-être de ton contrat de travail. Donc, il faut travailler sur d'autres aspects, choix des banques, business plan, épargne, etc. Troisième, c'est le problème vient peut-être du bien que tu vas acheter. Imaginons que tu achètes un bien avec beaucoup de travaux ou voilà, ce n'est pas dans une ville prisée où il y a très peu d'habitants. Il faut monter un business plan pour convaincre la banque. Mais d'une manière générale, il faut convaincre la banque grâce à un business plan. Quatrième, c'est le problème vient peut-être de toi. Tu es trop âgé, tu as un contrat précaire ou tu as des problèmes de santé. Alors ça, il faut trouver la bonne banque pour te financer parce qu'il y a certaines banques qui financent plus facilement des investissements immobiliers que d'autres. Voilà, donc il faut aller démarcher plus de banques et trouver la bonne banque. Maintenant, on va voir est-ce qu'on emprunte sur 15 ans ou 20 ans. Quand on emprunte sur 15 ans, le taux, alors c'est 1,20, imaginons, c'est juste un exemple. Sur 20 ans, c'est 1,40. Du coup, ça fait une mensualité de 1 215 sur 15 ans, des taux d'intérêt de 18 700. Et quand vous empruntez sur 20 ans, la mensualité, elle est moindre. Elle est de 956 €. Mais en revanche, tu payes plus d'intérêt. Tu payes 29 440 € d'intérêt. Du coup, la question, c'est est-ce que c'est mieux 15 ans? Est-ce que c'est mieux 20 ans? 20 ans. Pourquoi 20 ans, mais tu payes plus d'intérêt? Et en fait, si tu as salaire à 3 000 € et tu enlèves 900, il reste encore pour d'autres affaires. Alors, il ne faut pas regarder que le taux d'intérêt. Il faut définir ton objectif sur le moyen et long terme. Qu'est-ce que ça signifie? Si ton objectif est d'avoir un bien locatif, il faut prendre le financement sur 15 ans parce que ça te laisse... parce que si ton objectif, c'est juste avoir un bien, soit c'est ta résidence principale, soit c'est un seul bien locatif, tu prends pour 15 ans parce que tu paies beaucoup, beaucoup moins d'intérêt. En revanche, si ton objectif est d'avoir ta RP plus X biens, 1, 2, 3 biens locatifs, il faut garder ta capacité d'emprunt pour emprunter davantage. Pour un foyer qui gagne 3 600 €,
bah, si ton objectif, c'est d'avoir juste ta RP, donc tu es endetté à 33%, tu payes moins d'intérêt. En revanche, si ton objectif, c'est une RP plus X locatif, bah, ça va bien sur 20 ans. Si on peut rallonger sur 25 ans, c'est encore mieux, mais maintenant, c'est plus possible. Alors, donc, 20 ans, ça va bien parce que ça te laisse encore de la capacité d'emprunt. Certains Français ne se lancent jamais dans l'investissement locatif de peur des impayés. Donc, maintenant, on va parler de la mise en location. Alors, suite à la Covid, il y a moins d'étudiants, il y a moins de touristes et il y a plus de télétravail. Donc, ça, c'est un phénomène. Du coup, bah, il faut miser davantage sur la localisation et la qualité de ton bien. En France, il n'y a que 2 à 3% d'impayés, ce qui n'est pas énorme. Bah, si, il y a qu'entre 2 et 3%, c'est plus, on s'en fiche, non? C'est pas angoissant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est raisonnable, mais il ne faut pas être dans les 2-3%. Faut pas être impacté, nous. Il faut bien choisir son locataire, quoi. Oui, mais il y a 97% de chances que tu ne tombes pas sur un impayé, que c'est marginal si on regarde les stats. C'est vrai. Mais j'ai pas d'autres idées sur ce truc-là. Est-ce que d'autres personnes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est inquiétant? C'est pas inquiétant du tout? Non, c'est pas inquiétant, mais bon, comme disait Thibaut, il ne faut pas que ça soit toi qui fasses partie des 2 ou 3%. Alors, si tu regardes les stats, ce n'est pas inquiétant du tout. Mais il faut savoir une chose, qu'est-ce que c'est? Quand tu achètes un bien immobilier dans la région parisienne, en gros, les locataires, ça tourne assez souvent. Environ, c'est un locataire par an, environ. Et la plupart des gens, quand tu achètes un bien immobilier, tu vas le garder dans les mains pendant 20 ans, 30 ans, tu vas les transmettre à tes enfants, voilà, ou revendre à ta retraite. Donc, tu vas détenir ce bien 30 ans. Sauf si ça tourne tous les ans, ça veut dire entre tes mains, il y aura 30 locataires qui vont tourner. Si tu n'as pas un système, un vrai système pour sélectionner les locataires, pour vérifier leurs fiches de paie, pour savoir en cas d'impayé, comment on peut gérer calmement, c'est quoi le plan A, plan B, plan C, bah, tôt ou tard, tu auras des impayés. Et quand tu as des impayés, c'est la cata. Alors, on va voir en quoi c'est la cata. Alors, moins tu t'y connais, plus tu vas attirer des locataires mauvais payeurs. C'est ce que souvent j'ai dit à mes clients chinois. Quand tu ne parles pas bien français, tu ne connais pas la loi française, tu n'y connais rien, tu es pressé parce qu'en fait, tu as ton crédit à rembourser, bah, c'est là où tu vas attirer tous les mauvais payeurs. C'est là où sont les pièges. Alors, anecdote. Notaire, ça c'est ce qui m'est arrivé personnellement pour ceux qui ont déjà lu mon livre, je l'ai mis dans mon livre, c'est que il y a 10-15 ans, j'avais acheté un bien à Montreuil. À l'époque, c'était 7 jours. Pendant 7 jours, on pouvait se désister en envoyant en recommandé. Bon, c'est ce que j'avais fait parce que j'ai changé d'avis. Voilà. À l'époque, en fait, il fallait payer 5% d'acompte quand on signe un compromis, plus 500 € de frais d'enregistrement, on va dire. Donc, comme je me suis désistée dans les temps et ils m'ont remboursé les 500 €. Les 500 €, n'importe quoi, les 5%. Du coup, j'ai réclamé mes 500 € et le notaire a dit, ah bah désolé, nous, on a fait le boulot et il m'a même envoyé une lettre en disant que selon la loi ABCDE, on ne peut pas te rembourser. Je dis, OK, tu ne peux pas me rembourser. Je vais quand même me renseigner sur Internet. Je me suis rendu compte qu'ils n'ont aucun droit de garder de l'argent. Ils devaient me rembourser dans son intégralité. Vous allez me dire, oui, mais le notaire, il a rédigé le compromis. Donc, c'est normal qu'il garde 300, 500 €. Je te dis non, ça, c'est la règle du jeu. C'est-à-dire, il joue le jeu.
Pendant ces 7 jours, maintenant c'est 14. Tu ne peux pas facturer. Évidemment, il y a 10%, 20% ou 5% des gens qui se désistent, hein, mais ça, c'est le jeu. Du coup, j'ai dit à mon mari, je vous récupérer, je me suis renseignée sur Internet, il ne devait pas carter ces 500 €. Mon mari m'a dit, mais est-ce que tu vas prendre ton avocat tout en sachant qu'en France, tout de suite, c'est 3 000 € quand tu fais appel à un avocat. Je lui ai dit, non, je ne vais pas faire appel à un avocat. J'ai écrit à la Chambre des notaires pour vos infos. La Chambre des notaires, c'est un organisme qui encadre les notaires. C'est comme la police de police, c'est un organisme qui encadre la police. Je leur ai écrit, je les ai relancés, etc. Et 6 mois après, j'ai bien eu mon chèque, comme quoi l'étude m'a remboursé dans son intégralité. Ce que je voulais dire par là, c'est quand vous n'y connaissez rien, forcément, vous vous faites avoir. Ça, c'est obligé. La deuxième anecdote, c'est conseil en patrimoine indépendant. J'ai une amie qui est venue me voir en disant que Ting, je sais qu'il ne fallait pas investir dans Pinel parce que là, ce n'est pas bien. Et je vais voir tous les conseillers en patrimoine indépendant, ils m'ont tous vendu, ils ont tous essayé de me vendre du Pinel. Bon, j'ai refusé. Là, j'ai trouvé quelqu'un sur Internet, il me demande de facturer 500 €. Je vais aller voir la personne et malgré que j'ai payé 500 €, ils m'ont quand même conseillé du Pinel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. C'est normal parce que ce n'est pas avec les 500 € que tu as payé que les conseillers, soi-disant indépendants, ils vont se faire rémunérer. Quand ils arrivent à vendre un programme Pinel, c'est beaucoup plus rémunérateur que tes 500 €. Donc, en fait, tous les pièges, c'est là. Quand tu sais, tu ne vas pas tomber dans les pièges. Quand tu ne sais pas, tu vas tomber dans les pièges. J'ai déjà eu des personnes qui ont trouvé 3 locataires, dont 2 impayés. Quand tu as les critères pour choisir les locataires, tu sais comment les choisir et avant et après vérifier leur fiche de paie, etc., etc. Tu vas faire diminuer le risque d'impayé à 0,5%, à 0,2%. En revanche, si tu ne le sais pas, ça va augmenter à 20%, 30%. De toute façon, comme tu vas détenir le bien pendant 20 ans, pendant 30 ans, tôt ou tard, tu vas rencontrer un impayé. Si tu dis 3% sur un locataire et tu vas avoir 20 locataires qui tournent, ce n'est pas 3%, c'est beaucoup plus. Voilà. Les 2 principales raisons d'avoir des locataires impayés. Alors, impayés, à votre avis, c'est quoi? Pourquoi les gens y tombent sur les impayés? Est-ce que c'est un manque de chance? Un manque de choix de locataires. S'il ne sont pas assez nombreux. Ah, tu voulais dire si jamais ils sont assez… Ouais, je vois ce que vous voulez dire, Thibaut. Donc, en fait, le bien, la localisation est mal choisie. Donc, tu as ton studio qui est dispo. Il y a 2 personnes qui sont venues, dont, OK, un qui est au chômage, OK. Donc, vous voulez dire, Thibaut, si jamais j'achète un bien dans Paris 15e, c'est hyper bien choisi, j'aurai jamais des locataires impayés, c'est ça? Donc, tu as trouvé la solution? Non, pas forcément, mais c'est un critère qui pour moi doit être important, à mon avis. Ouais, la localisation. Oui, mais les gens qui achètent dans Paris 15e, pourquoi est-ce qu'ils peuvent avoir des impayés ou c'est pas possible? À mon avis, oui, il doit y en avoir, oui, si on fait pas attention. Mais j'ai pas de solution. Je sais pas comment on fait. Alors, la première raison, c'était pressé de louer. Il faut savoir, quand tu es débutant, tu as passé 6 mois à signer, à trouver, à négocier, à aller voir les banques, à faire des travaux, à meubler ton bien. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de louer ton bien. Donc, tu mets sur Le Bon Coin ou PAP ou d'autres sites, tu es pressé de louer. Et là, d'une part, tu as 1 000 € à rembourser tous les mois. D'autre part, tu n'as pas grand monde qui vienne visiter. Tu sais que si tu arrives à louer, c'est 800 € par mois. Donc, chaque jour, c'est 30 € de moins.
Donc, tu te dis, bah, un jour, 2 jours, si je rate ce locataire qui vient visiter, bah, le prochain, j'aurai peut-être visite dans 3 jours, dans 1 semaine. Donc, allez, je vais louer à cette personne. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça arrive à beaucoup de gens, c'est compter sur l'affinité ou le feeling ou le feeling. Ah, tu es chinois, moi aussi je suis chinoise, je te loue. Ah, tu as fait, je sais pas, tu as fait tes études à Angers. Moi aussi, j'ai fait mes études à Angers. Ah, ta mère, elle est boulangère, mais moi aussi, ma mère, elle est boulangère. Enfin, mon épouse, elle est boulangère, donc je te loue. Non, ça, c'est la grosse erreur. J'ai discuté avec des centaines d'investisseurs. Pour quasiment tous les impayés, c'est ça les 2 grosses erreurs à ne pas faire. Il faut hyper faire attention. Il ne faut pas compter sur le feeling, mais sur le dossier. Le dossier, il est hyper important. Alors, maintenant, on va voir le dossier. Il faut que le locataire gagne 3 fois le loyer, sinon demandez en 40. Alors, qu'est-ce qu'il faut demander? Donc, si le locataire, il est étudiant, alors c'est la pièce d'identité du locataire, carte d'étudiant, si besoin, s'il est étudiant, sinon, ce n'est pas la peine. Si il faut en 40, donc la pièce d'identité du 40, les 3 dernières fiches de paie du 40, les 2 derniers avis d'imposition du 40 et le contrat de travail du 40. Donc, ça, c'est les documents à demander. Le 40 n'a pas besoin d'avoir un lien de parenté avec le locataire. Par exemple, moi, je peux porter 40 pour Thibaut si j'ai envie, mais je n'ai pas envie. Voilà. L'autre chose, c'est si le locataire gagnait 3 fois le loyer, pas besoin d'avoir en 40. Donc, il faut demander la pièce d'identité du locataire, les 3 dernières fiches de paie du locataire, les 2 derniers avis d'imposition du locataire et le contrat de travail du locataire. Il y a des gens qui demandent les 3 dernières quittances de loyer. Moi, je ne demande jamais parce que ça, c'est tout simplement pour se rassurer en disant que oui, si en juin, juillet, août, cette personne, elle a payé son loyer, donc en principe, en septembre, il va payer son loyer. Ça, c'est uniquement pour se rassurer. Vous pouvez les demander si vous en avez envie. Alors, ensuite, outre les documents, on va voir ce qu'il faut faire attention avant, pendant et après la visite. Avant, c'est poster une annonce très détaillée, donc viser les bons locataires, ça vous fait gagner du temps. Donc, l'annonce, il faut être très, très, très détaillé parce que si c'est pour que les gens vous appellent pour dire, y a-t-il un ascenseur? Est-ce que le chauffage est inclus? Est-ce qu'il y a du Wi-Fi? Enfin, vous perdez beaucoup de temps avec les locataires. Donc, mettez une annonce très détaillée et vous dites, voilà, studio pour les étudiants ou pour les jeunes actifs. Marquez les types de locataires recherchés. Est-ce que étudiants, famille, jeunes couples? Ça vous fait gagner du temps. Et pendant la visite, donc, il faut privilégier les locataires avec un dossier ou ceux qui envoient un dossier très rapidement. Voilà. Ceux qui viennent visiter en disant que « Monsieur, je vous envoie un dossier dès demain », ils ne les envoient pas demain ou qu'une partie. Ça ne sert à rien de les relancer. Pour quelle raison? Parce que si ils ne prennent même pas le soin de vous envoyer le dossier dans les temps, est-ce que vous pensez qu'ils vont vous payer les loyers dans les temps? Je ne sais pas, mais je préfère ne pas prendre le risque. Donc, je ne relance jamais les locataires qui ne m'envoient pas leur dossier. Ensuite, discuter avec le locataire s'il ne convient pas, refuser le dossier. Ça, c'est tout à fait recommandé à faire. Après la visite, il faut bien vérifier son dossier, interdiction de demander les relevés bancaires. Et quand j'ai préparé ce slide, je me suis rendu compte, quand j'étais étudiante, j'ai visité une chambre de bonne dans le 16e arrondissement. On m'avait demandé les relevés de bancaires. Et en fait, c'est complètement interdit. Vous n'avez pas le droit de demander les relevés de bancaires. De toute façon, ça ne sert à rien. Si la personne, même si elle a 10 000 € sur son compte bancaire et elle est juste malhonnête, déjà, c'est illégal. Ensuite, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas aller
prélevé sur son compte, son compte bancaire. Alors, après l'aménagement, il faut penser à demander une assurance d'habitation. Alors, n'acceptez pas le liquide parce que tu ne connais pas la provenance. Il risque d'avoir des faux billets. Si tu veux enchaîner les investissements, il faut montrer les relevés à ta banque. Donc, bien sûr, tu vas payer moins d'impôts, mais bon, si tu veux enchaîner, tu es obligé de dire, j'ai fait un premier studio, regardez, j'ai bien 800 € qui rentrent sur mon compte bancaire tous les mois. Donc, merci de me prêter pour un deuxième bien. Donc, je ne recommande pas le liquide. Alors, maintenant, pendant ces 2 jours, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations sur le marché immobilier, sur le prix de l'immobilier, l'évolution de prix, la mise en location, le financement. Mais vous savez bien que 10 ans d'expérience, ça s'explique en 2 fois 1 heure. Et d'autant plus que chaque personne est unique et chacun a besoin d'une stratégie personnalisée. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui regardent sur YouTube, ce qui est très bien, ce qui est excellent, sauf sur YouTube. Alors, la personne qui a investi dans la colocation, elle va comment dire de l'éloge sur la colocation. La personne qui a investi sur des immeubles de rapport, elle va dire l'immeuble de rapport, c'est comme ça, il y a 15% de rentabilité. La personne qui a fait de la location courte durée, elle va dire c'est super la location courte durée. Sauf toi, tu es peut-être maman de 3 enfants, comme Nina, tu as peut-être un petit salaire, tu as peut-être déjà un taux d'endettement qui est assez élevé, tu as peut-être très peu d'épargne. Donc, chaque personne a besoin d'une stratégie personnalisée. Alors, c'est pour ça, est-ce que vous me permettez de vous expliquer mon accompagnement de 6 mois? Oui. OK. Alors, grâce à l'accompagnement, je vais juste vous démontrer quelle est la différence entre un débutant qui achète, qui se lance dans l'immobilier et une experte de 10 ans qui se lance dans l'immobilier. Vous allez voir la différence, c'est juste énorme. Alors, il y aura des chiffres à l'appui, vous allez être étonnés. Le premier bénéfice, c'est éviter d'acheter un bien trop cher. Sous-évaluer les travaux. Je vais vous aider à faire une étude complète sur le bien, réclamer tous les documents pour faire une étude complète de ton futur bien immobilier. C'est très important pour minimiser le risque et je te donne la procédure complète pour le faire. Le deuxième point, c'est des techniques de négociation avancées pour te faire gagner plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros sur le prix d'achat. Troisième, c'est des astuces pour bien sélectionner les locataires pour voir plusieurs centaines, voire plus milliers d'euros tomber sur ton compte bancaire tous les premiers du mois et trouver des biens et les aménager, réaménager pour qu'ils se louent vite, bien et cher. Le cinquième élément, c'est recevoir des loyers tout en évitant de payer des impôts pendant plusieurs années. Et le dernier, c'est grâce à la force du groupe et de l'accompagnement personnalisé, ton passage à l'action pour enfin acheter ton premier bien devient simple et facile. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est du blabla, tu vas toujours dire, tu es plus forte, tu es plus intelligente, tu es plus expérimentée, mais démontre-moi. Là, je vais vous démontrer concrètement, dès votre premier bien, qu'est-ce que je peux vous faire gagner. Alors, prenons un exemple d'un bien à 200 000 euros, puisque c'est le prix moyen d'un investissement locatif dans la région parisienne. Je peux vous faire économiser 5 postes dès le premier bien. Le premier poste, c'est le prix d'achat. Sur un bien qui s'élève à 200 000 euros, grâce à l'accompagnement, vous allez apprendre à négocier le bien. Donc, ça vous fait gagner entre 10 et 20% rien que sur le prix d'achat. Ça fait un gain entre 20 000 et 40 000 euros. Le deuxième poste, c'est ce que j'ai marqué en rouge, c'est le financement.
vous allez négocier avec la banque. Alors, moi, je vais, quel que soit le taux que vous réussissez à négocier, imaginons que vous réussissez à négocier 1,30, grâce aux techniques de négociation, parce que la banque, c'est comme, c'est un établissement de commerce, hein. Tout se négocie. Il y a plusieurs éléments de négociation. Il y a les frais de dossier, il y a les intérêts bancaires, il y a la garantie, il y a l'assurance. Tout se négocie. Et grâce à des techniques de négociation avancées, je veux vous aider à faire baisser le taux d'intérêt à 0,2%, donc toujours sur une base de 200 000 euros. Ça vous fait économiser 4 300 euros sur une durée de 20 ans. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est les frais de notaire. Aujourd'hui, il est quasiment impossible d'emprunter les frais de notaire. Or, je vais vous aider comment à le faire, c'est tout à fait possible. Sur un bien de 200 000 euros, les frais de notaire aujourd'hui, c'est 7,5%. Ça fait un montant de 15 000 euros. Du coup, si vous pouvez les emprunter grâce au crédit de la banque, ça vous fait sortir 15 000 euros de moins. Du coup, avec ces 15 000 euros, vous pouvez aller faire des travaux, vous pouvez enchaîner sur un deuxième bien, vous pouvez faire plein de choses. Alors, quatrième poste de dépense, c'est les impayés. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, un locataire reste en moyenne 1 an dans un appartement. Si vous détenez un appartement pendant 30 ans, vous changerez 30 fois de locataire sans formation. Tôt ou tard, vous allez rencontrer des impayés. C'est quoi le coût quand vous avez un impayé? Alors, un bien de 200 000 euros, on va prendre en chiffre rond, ça dégage 1 000 euros de loyer, par exemple. Donc, 2 ans d'impayé, ça fait 24 000 euros de manque à gagner. Derrière, il y a des frais de procédure, il y a des frais d'huissier, il y a des recommandés, il y a des nuits blanches et ça fait 30 000 euros de manque à gagner. Et grâce à l'accompagnement, je vais vous aider, je vais vous apprendre à sélectionner le locataire, à vérifier les dossiers. Et parce que tout à l'heure, je vous ai donné la liste des documents à réclamer, mais là, je vais vous poser une question très simple. Comment être sûr que la personne, que sa fiche de paie n'est pas truquée? Comment on est sûr? La personne vous dit, Madame Cortez, moi, je bosse chez L'Oréal ou dans n'importe quelle boîte. Moi, je suis comptable, je gagne 2 500 euros par mois. Comment vous pouvez en être sûr? Aucune idée. Des idées? Non. C'est des choses, vous ne pouvez pas compter sur la chance parce qu'une fois, si vous avez un locataire qui reste pendant 30 ans, oui, 3%, ce n'est pas énorme. Maintenant, si vous devez choisir, si vous devez avoir 30 locataires, ça vous derrière, pour avoir 30 locataires, il faut avoir 60 dossiers, 90 dossiers, 100 dossiers parce que vous allez sélectionner. Si vous n'avez pas un système qui vous apprend de A à Z pour sélectionner les locataires, pour vérifier leur dossier, tôt ou tard, c'est les 30 000 euros d'impayé. C'est juste une question de temps. Le dernier poste, c'est optimisation fiscale. Donc, quand vous n'y connaissez rien en immobilier, vous lancez comme ça. Et si vous êtes imposé à 30%, il faut savoir tous les revenus locatifs. Donc, c'est imposé comme votre revenu de salaire. Alors, si vous avez 1 000 euros par mois, ça vous fait 12 000 euros par an. Et si vous êtes taxé ou imposé à 30%, ça vous fait payer 56 640 euros d'impôts sur 20 ans. Or, grâce à l'accompagnement, on peut ne pas payer d'impôts entre 10 et 20 ans, entre 5 et 10 ans sur les revenus locatifs. Si on prend une moyenne de 7 ans, ça vous fait économiser 19 824 euros. Donc, si on additionne ces 5 postes, ça vous fait économiser en montant entre 89 124 euros et 109 124 euros. Donc, ça, c'est la grosse différence entre quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, qui a déjà fait toutes les erreurs, qui a déjà tombé dans tous les pièges, et quelqu'un qui est débutant.
Voilà, grâce à l'accompagnement, dès votre premier bien, vous pouvez économiser ce montant-là. Alors, maintenant, le programme. L'accompagnement dure sur 6 mois. La prochaine session, c'est le 11 octobre. Donc, en gros, ça s'étale entre mi-octobre et mi-avril. Vous allez avoir un coaching individuel avec moi de 60 minutes 2 fois par mois. Et ensuite, vous allez avoir des questions illimitées et les réponses seront assurées dans un délai de 24 heures du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. En coaching en groupe d'1 heure toutes les 2 semaines, ça fait 1 semaine de coaching individuel et 1 semaine de coaching groupe. Ensuite, vous avez une formation complète de 7 modules et à votre disposition accès à vie. Donc, pour votre deuxième bien, votre troisième bien, vous pouvez toujours regarder. En groupe privé sur WhatsApp pour faciliter les échanges entre investisseurs et profiter de mon réseau banque, notaire et comptable. Alors, je vais vous expliquer concrètement comment ça se passe la première séance, comme ça vous donne une idée. Dès la première séance, en fait, il faut que j'ai tous les chiffres, vos revenus, votre épargne, votre taux d'endettement, si vous avez déjà des biens, des mensualités, la valeur de biens et votre localisation. Voilà. Si vous investissez à 2, bien sûr, il me faut tous les éléments de votre conjoint ou de votre conjointe. Une fois qu'on a tout ça, je vais vous fixer un objectif sur 12 mois. C'est-à-dire sur 12 mois, est-ce que votre but, c'est d'investir sur un bien ou sur 2? Bien évidemment, vous allez me dire, mais évidemment, c'est sur 2 biens si c'est possible. Oui, parce que l'objectif, c'est toujours relié à vos ressources. Quand vous voulez investir sur 2 biens, il faut avoir beaucoup de temps pour y consacrer. Ainsi, il faut avoir de l'épargne pour des travaux, pour des choses. Voilà, donc si vous me dites, moi j'ai 2 000 € d'épargne, ben, ça va être compliqué d'acheter 2 biens sur 12 mois. Et ensuite, moi j'ai une liste des villes, quelle que soit votre localisation. Hein. Imaginons que vous êtes dans la région parisienne. J'ai une liste de villes qui se prêtent bien aux investissements locatifs. Donc tout de suite, par rapport à votre localisation, on va définir entre 3 et 5 villes. En fonction de votre budget, vos ressources, votre temps consacré à l'immobilier ainsi que votre objectif, je vais vous dire, bah, Thibaut, je vous conseille vivement d'investir dans la ville A, B, C, D, E. Et le budget, hein, c'est, je dis juste un exemple, 200 000 € parce que comme ça, tu peux enchaîner le deuxième bien juste après. Et la superficie, c'est entre 50 et 70 mètres carrés. Il faut avoir 2 chambres minimum pour pouvoir créer une 3e chambre. Et là, tu vas juste aller visiter, aller démarcher les banques. Et ensuite, je vais vous laisser des devoirs. Je dis, bah, la prochaine séance, c'est dans 2 semaines. Donc, pendant ces 2 semaines, je vais vous laisser des devoirs. C'est quoi les devoirs? C'est là, on a tout défini, on a tout encadré. Les villes, le budget, la superficie, le loyer potentiel, la rentabilité, le cash flow, et qui correspond à ton objectif sur 12 mois. Donc, vous n'avez plus qu'à trouver des biens. Donc, pendant les prochaines semaines, il faut visiter minimum 2 biens et déjà aller démarcher ta banque principale et peut-être une deuxième banque pour voir ta capacité d'emprunt, etc., etc. Et dans 2 semaines, on se revoit. Qu'est-ce que vous en êtes, Thibaut? Est-ce que vous avez fait les devoirs que j'ai laissés? Si oui, qu'est-ce que ça donne? Sinon, bah, pourquoi vous n'avez pas fait? Comme ça vous aide à avancer toutes les semaines. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais d'accord, c'est très intéressant. Moi, je vais visiter un bien. Nous sommes dimanche. Dès demain, je vais visiter un bien. Derrière, si le bien vous convient, bah, vous avez des questions. C'est la raison pour laquelle vous avez mon 06. Vous pouvez me poser toutes vos questions du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et je vous réponds sous 24 heures. Comme ça, tous les jours, vous avancez pas à pas jusqu'au votre premier bien locatif, jusqu'au votre premier loyer qui tombe sur votre compte bancaire tous les mois. Je vous fournis la liste des villes, le business plan vierge, la liste des banques. En fait, vous n'avez plus qu'à passer à l'action.
Et la formation, c'est pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin, tous les théories dont vous avez besoin. Et pour le coaching individuel, c'est vraiment passage à l'action. C'est vraiment devoir, action, devoir, action. Et pour le coaching en groupe, alors ça a 2 objectifs, bon 3. Le premier, c'est évidemment, je vais donner de la valeur pendant le coaching groupe. Le deuxième objectif comment dire, bienfait du coaching groupe, c'est que souvent les gens, ils sont pas très loin les uns des autres. Certains ont fait appel à un bon artisan, donc il peut partager son réseau. D'autres a démarché une banque qui lui prête même les frais de notaire et les travaux. Donc la personne elle peut partager les informations et tu vas voir, c'est juste une information, une mine, comment dire, une mine d'or. Voilà, c'est juste génial. J'ai des élèves qui viennent me voir en disant que hier, j'ai démarché telle banque à côté, ils me prêtent même les travaux jusqu'au plafond, jusqu'à hauteur de 50 000 euros. Et voilà, donc il va me financer à 110%. Et le troisième bienfait du groupe, c'est quoi? C'est que si vous ne faites rien, vous ne passez pas à l'action, vous restez chez vous, vous voyez que les autres, par exemple, pour la dernière session, c'était au mois de mai, il y en a qui ont acheté 2 biens sous 4 mois, et d'autres qui n'ont rien fait, qui ont visité très peu de biens. Ils se disent, oh là là, on est rentrés tous au mois de mai. Lui, il a déjà signé 2 biens, moi, je n'ai rien fait, donc ça peut vous motiver. Donc, voici pour le programme. Ça commence le 11 octobre. Nous sommes le 3. L'inscription s'achève le 8. Voilà, donc le 8, je prends plus d'inscriptions, seulement 20 places limitées parce que je suis toute seule, je fais tout moi-même, donc seulement 20 places disponibles. Si vous vous inscrivez avant le 6 octobre, il y a un bonus d'un aberrodinatoire offert temps pareil. Alors, inscrivez-vous dès maintenant afin d'avoir plusieurs centaines, voire des milliers d'euros sur votre compte bancaire le premier du mois dès le printemps 2022. Alors, comment ça marche? En fait, si vous êtes intéressé, vous cliquez sur le lien, vous posez vos candidatures. J'ai un membre de mon équipe qui va vous appeler. Vous prenez un rendez-vous ou remplissez un questionnaire. Et un membre de mon équipe qui va vous contacter et vous allez lui expliquer votre situation. Je ne peux pas prendre toutes les personnes parce que d'une part, les places sont limitées. D'autre part, il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'emprunter. Moi, j'ai déjà refusé un dossier cette année, un dossier l'année dernière. Cette année, c'est il y a 1 mois ou 2. Il y a une maman au foyer qui n'a pas de revenus, qui ne travaille pas, qui est venue me voir en disant que moi, j'ai envie d'avoir des biens, j'ai envie d'atteindre la liberté financière. Je veux acheter la formation. Enfin, c'est pas une formation, pardon. Je veux vous m'accompagner, mais j'ai refusé sa candidature parce que je ne vends pas une formation. Une formation, vous payez 800 000 euros sur Internet et la personne, elle s'en fiche si vous êtes au chômage. Sauf moi, je prends la responsabilité de vous accompagner si vous n'aurez rien. D'ici 6 mois, ça ne va pas le faire. Parce que pour moi, la réputation est plus importante voilà. Je ne suis pas un vendeur de rêve, donc j'examine les candidatures avant de prendre les personnes. Pour moi, c'est hyper important. Voilà, donc thank you very much. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas de questions, moi c'était très clair. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, Thibaut. Est-ce que les autres, vous avez des questions? On n'a pas parlé du coup de ce coaching. Oui, il faut d'abord appeler, prendre rendez-vous avec mon équipe. Si on valide votre candidature, ensuite, je vais vous donner le prix. D'accord.
Aucune question? Nina, Béa? Est-ce que vous avez des questions? David? Cécile? J'ai une autre question. Le lien que tu nous as donné hier, Quel lien? c'était Candidature, rendez-vous rendez-vous. stratégique? Hier, j'ai noté un lien. C'est pour prendre un rendez-vous. Oui. De quoi vous parlez en fait? Oui. Alors, c'est oserinvestir.fr, rendez-vous, quelque chose comme ça. Et pas, Oui. c'est pas celui. C'est le même? Il s'agit de la Non, même c'est chose? pas le même. Celui-là, c'est vous voulez rejoindre la session de 11 octobre. Donc, vous posez la candidature. L'autre, D'accord. c'est vous voulez, je ne sais pas, j'hésite, est-ce que j'investis pas. En même temps, je ne sais pas si je peux encore emprunter. Donc, je veux avoir plus d'informations. D'accord. Celui-là, c'est je suis convaincue. Moi, je veux investir. Je ne veux pas attendre 6 mois, 1 an, parce que derrière, le prix va augmenter, parce que derrière, je risque de perdre mon job. Donc maintenant, je veux juste think, regarde mon dossier, et si ça passe, je rejoins la session de 11. D'accord. Pas de questions? Non, merci, c'est très clair. OK. Si vous êtes intéressé par l'accompagnement, n'hésitez pas à poser votre candidature. Et je vous dis à bientôt. Passez un bon dimanche. Merci. Au revoir. Merci, au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci d'être venu. Au revoir.